Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On peut le dire, la crise inflationniste est lancée. On a un gros signal de top départ graphique sur les matières premières. On a les métaux précieux qui sont en train de partir en mouvement parabolique. On a un short squeeze qui est en train de se mettre en place sur le silver. Bref, vous allez voir que là, on est rentré dans un nouveau paradigme, un cycle qui pourrait durer 1 an, voire 2 ans, et vous allez voir que ça va pas être joli sur le prix des matières premières, hein, va impacter très fortement le pouvoir d'achat de la population occidentale. Bref, ce qui est pas mal avec l'analyse graphique, c'est qu'on peut au moins voir venir les choses et éventuellement, si vous êtes en capacité de suivre ces tendances, en profiter pour ne pas trop vivre de manière directe ces impacts sur votre pouvoir d'achat, puisque vous allez pouvoir le récupérer grâce à un portefeuille boursier qui, je l'espère, est aussi performant que ce qu'il devrait être. Allez, c'est parti pour cette vidéo de reprise après 3 semaines de surf trip au Sri Lanka. Je suis de retour à l'île Maurice et de retour pour cette vidéo hebdomadaire au moins pendant 1 mois. Analyse du BTC contre le dollar américain. Donc on est toujours dans cette petite configuration où vous voyez que là, on stabilise. Donc est-ce que on va aller chercher, entre guillemets, le bas du range, ici, sur cette zone là. Et donc cette petite consolidation serait une consolidation de continuation de tendance baissière à court terme au sein du range. Ou est-ce qu'on a trouver le support et à ce moment-là, je remonterai le bas du range à ce niveau-là, mais pour le moment, je ne sais pas, donc je vais le laisser ici. Et dans ce cas-là, il faudrait tout simplement qu'on casse, alors je vais vous redessiner ça, mais vers le nord, hein, ce petit pivot. L'idée de toute façon qu'il faut garder à l'esprit, c'est simplement qu'on est parti dans un range market et que ça peut durer de nombreux mois. Donc, affaire à suivre. En tout cas, de mon point de vue, le BTC est sorti de son état de bull market. Il est en range market. Pour qu'il reparte en bull market, il faut qu'on aille sur des nouveaux plus hauts, un all-time high. Et si ça part en marché baissier, ça voudra dire qu'on a cassé ce support-là et qu'on est en train d'évoluer en dessous. Pour le moment, on n'est ni dans un bull market, ni dans un marché baissier. Donc il va falloir s'attendre tout simplement à ce que ça monte, ça descende et que toutes ces hausses et ces baisses soient notamment dictées par des news macroéconomiques qui créent de la nervosité à court terme et des tendances assez rapides à court terme. Sur le XRP maintenant, le XRP lui est toujours sur son support. Vous voyez que là on a effectué déjà un premier test, un deuxième test. Là potentiellement on va effectuer un troisième test. On a vraiment cette zone de pivot qui est assez propre. Donc là, voilà, bas, haut, bas. Peut-être qu'on va aller chercher à nouveau en haut. La partie de ping-pong continue. Et je vous rappelle que le XRP en mensuel fait partie de ces crypto-monnaies qui ont un potentiel de hausse absolument extraordinaire. Hein. Tant que ce triangle chartiste tient, ici, on est dans une logique de très forte asymétrie positive. Bien entendu, pour que le mouvement soit lancé, il faut qu'on aille sur un nouveau plus haut historique, sur le XRP. Mais en attendant, si on analyse cette structure-là, ce petit triangle chartiste qui a lieu sur les ATH, comme je vous l'ai fait ici en hebdomadaire, on est dans une partie de ping-pong et pour le moment, le support tient. Donc, pour tous ceux qui ont eu du XRP, pour le long terme, ils peuvent, je pense, rester relativement optimistes. Et enfin pour l'Ether, ça c'est cette crypto-monnaie, je ne sais pas si je vais continuer à l'analyser chaque semaine parce que la pattern elle est tellement large et volatile que voilà, c'est un scénario qui ne va pas bouger en principe pendant de nombreux trimestres. Donc là, vous voyez, on a potentiellement cet énorme triangle chartiste en noir en très plein. On est potentiellement en train de se diriger vers le bas de ce triangle pour après peut-être effectuer un rebond et voilà, continuer la latéralisation en contractant la volatilité. Donc là, potentiellement, on est simplement en plein milieu de ce triangle avec un petit triangle ici. Voilà. Et si on casse vers le sud ce petit triangle, on ira chercher l'énorme triangle.
Donc vous voyez, avant qu'on aille chercher là le haut de ce canal haussier, il risque de se passer quand même de nombreux mois, si ce n'est des trimestres. Donc je vais peut-être retirer l'analyse de l'Ether de manière hebdomadaire. Je continuerai au moins à la suivre de manière mensuelle, mais ouais, je vais peut-être retirer ça de la vidéo hebdo. Et enfin, l'ETF qui représente les actions cotées sur le secteur de la blockchain. On a ici un petit pivot qui a été, alors je vais vous le dessiner, qui a été cassé la semaine précédente. Donc là, ça veut tout simplement dire que la partie de ping-pong peut débuter. Donc on a le creux qui est censé être identifié et on va pouvoir définir où est le haut, où est l'adversaire en haut et latéraliser pendant quelques mois avant éventuellement derrière de pouvoir lancer un nouveau mouvement de hausse. Donc ça, très probablement, ce sera timé avec des nouveaux ATH sur le BTC. Alors pendant mon absence, pendant mon surf trip au Sri Lanka, je vous ai publié une conférence qui s'appelle le paradigme de la volatilité, l'expérience du meilleur fonds du siècle qui a fait perdre moins 11% par an à ses investisseurs alors même que ce fonds gagnait de l'argent. Donc je vous explique un petit peu en quoi la volatilité est un énorme piège. Tout le monde essaye de faire des gros écarts à la moyenne en utilisant la volatilité et ça finit toujours par se retourner contre nous et c'est pour ça que le chemin le plus sage est celui d'une volatilité extrêmement faible tout en gardant une rentabilité correcte. Donc cette conférence est véritablement une pépite. Si vous ne l'avez pas regardée, allez la voir, allez sur ma chaîne YouTube. Vous avez aussi le PDF, la version PDF que vous pouvez télécharger directement sur mon blog, sur la page du All Weather Impulsion. Vous avez ici conférence numéro 2, accès à la deuxième conférence, la conférence numéro 1 est aussi regardable. Et j'ai eu des questions par rapport à cette conférence, dont une qui revenait et qui m'a dit « Ok, donc du coup, Cédric, si dans 4 ans ou 5 ans, tu crées ton hedge fund, ou même si tu ne crées pas ton hedge fund et que tu décides de créer un family office juste pour gérer l'argent de ta famille et de tes quelques amis, ça voudra dire que eh bien, tu t'abandonnes toute ta communauté parce que les tickets d'entrée sont trop élevés. » Alors, ce n'est pas moi qui définis les tickets d'entrée, c'est la législation, c'est on évolue dans un monde où moi je n'ai pas la main, en fait je n'ai la main sur rien. Il y a énormément de contraintes réglementaires en fonction des pays dans lesquels les clients sont identifiés. Il faut être compliance dans tous les sens. Il y a des tickets minimum d'entrée, il y a pour justifier ces frais de compliance. Bref, je n'ai même pas le droit de m'adresser à une clientèle de particuliers. Donc c'est pour vous dire, on évolue dans un autre monde. Et c'est pour ces raisons que je ne sais même pas si dans 5 ans, en réalité, la structure juridique sera celle d'un hedge fund, mais plutôt celle d'un family office où je ne gérerai que l'argent de proches pour éviter de me retrouver dans dans un espèce de rabbit hole où je me prends une paperasse à gérer annuelle qui me donne plus l'envie de continuer. Donc, par rapport à cette objection qui revenait en permanence, je l'ai au moins 5 fois cette objection, je pense que je continuerai à proposer pour toute la communauté la version ETF de Impulsion. Donc c'est le benchmark. Ça vous permettra de continuer sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, si vous le souhaitez, de reproduire un portefeuille qui soit diversifié, qui puisse capter les grandes tendances, qui puisse avoir une rentabilité absolument hors du commun et une volatilité extrêmement faible. Je pense même que j'irai au-delà en proposant une version de ce portefeuille ETF avec un petit peu de levier. Par exemple, si vous êtes chez Interactive Brokers et que vous avez, je ne sais pas moi, 10 000 euros sur Interactive Brokers, si vous avez un compte sur marge, vous pouvez investir 13 000 euros ou 15 000 euros ou 16 000 euros. Donc l'idée, ce serait peut-être de proposer une version de ce portefeuille avec peut-être 30% d'effet de levier, donc 1,3. Si vous avez 10 000, vous pouvez peut-être investir 13 000, ce qui permettra d'augmenter un petit peu la performance sans fortement augmenter la volatilité du portefeuille. Donc ça, ce sont des concepts sur lesquels je suis en train de travailler. De toute façon, pour le moment, ils ne sont pas d'actualité puisque vous avez la version impulsion avec les actions. Vous avez aussi la version impulsion avec le benchmark, c'est-à-dire qu'avec des ETF.
Mais voilà, c'était juste pour vous expliquer que non, l'idée c'est pas d'abandonner la communauté. Je suis en train de réfléchir à... J'ai tellement de contraintes avec cette histoire de création de hedge fund. D'ailleurs, si vous êtes dans ce business-là et que vous avez de l'expérience, n'hésitez pas à m'envoyer des emails parce que je suis en train en ce moment de regarder un petit peu tout ça plus en détail. J'écoute pas mal de podcasts là-dedans. Je suis en train de prendre des contacts juridiques pour évaluer justement quels sont les risques, les implications, etc. Donc si vous avez un petit peu d'expérience là-dedans, n'hésitez pas à m'envoyer un email, ce sera avec grand plaisir. Et voilà. Et je vais aussi vous faire un petit point, d'ailleurs, on est le 24 janvier, sur les performances de ce portefeuille, puisque là, sur le track record live, sur mon compte Interactive Brokers, il est clôturé au 31 décembre, mais on a eu... alors je vais vous montrer ça. Voilà, donc on a l'évolution du portefeuille depuis son lancement, et hop là, au 1er janvier, au 31, on était à j'étais à plus 25%. Et là, on a eu un énorme mois de janvier où c'est monté littéralement en flèche avec quasiment plus 9% de rentabilité alors qu'on est juste à 3 semaines de cotation de l'année 2026. Donc le portefeuille fait son job, même j'ai envie de dire en ce moment il fait bien mieux que son job. Il protège des crises, il a protégé, on l'a pas vu mais moi je le sais, il a protégé de la crise Trump au cours de l'année 2025 et il profite des conditions de marché actuelles. Donc les prochains trades auront lieu, les prochains arbitrages le 1er du mois dans une semaine. Les arbitrages n'ont lieu qu'une seule fois par mois. Ça, c'est le backtest de la stratégie passée depuis 2005. Si vous voulez reproduire, copier mes transactions, n'hésitez pas à vous rendre sur cette page, le portefeuille All-Weather Impulsion. Le lien est en description et vous aurez toutes les infos. Vous aurez accès aux performances historiques, vous aurez accès aux conférences, à la mise à jour mensuelle de mon compte en live. Vous aurez aussi accès au benchmark, c'est-à-dire à la version juste avec des ETF. Et voilà, et bien plus encore, il y a déjà pas mal de témoignages. Je vous ai mis aussi le comportement du portefeuille pendant chaque crise. Donc la crise de 2008, 2020 le lockdown, 2022 le crack obligataire, crise inflationniste et 2025 la fameuse crise Trump où vous voyez comme je vous le disais juste avant, le portefeuille a juste stabilisé, n'était pas exposé et ensuite a repris comme on l'a vu en live sur mon compte, eh bien son rythme habituel. Donc si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à me les envoyer par email. Allez, cette semaine, on a un nouveau signal qui est lancé sur les commodities. Donc, eh bien, l'indice des matières premières, vous le voyez en mensuel ici, le mois de janvier qui se termine dans une semaine, eh bien, nous signale un gros break à la hausse. Vous voyez que ça fait quand même 1, 2, 3, 4 années où ça latéralise et on a changé de cycle depuis la crise du lockdown. Vous voyez que là, on était dans un marché baissier. On est reparti en février 2021 dans un bull market. Donc, on a eu une énorme hausse quand même. Faut le signaler de l'ordre de quasiment 200%. Donc, on a bien digéré. Ce sont des cycles longs. C'est pas de la crypto. Donc, c'est des mouvements de hausse qui durent plusieurs trimestres, qui stabilisent plusieurs trimestres et qui repartent pour plusieurs trimestres. Donc potentiellement, les matières premières là sont en train de repartir sur un mouvement de hausse qui pourrait durer plusieurs trimestres. Et vous voyez, la particularité de cette pattern, c'est réellement là la volatilité qui s'est tassée très 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 fortement au cours des derniers mois. Vous voyez là, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois où la volatilité s'est littéralement anéantie. Elle a été écrabouillée et donc après une fois qu'on lâche, on assiste en une contrepartie d'extension de la volatilité qui peut être très 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 forte à la hausse. Donc de mon point de vue, 2026 sera l'année des matières premières. Donc là, on est en train d'assister au cycle des métaux précieux, mais les matières premières, ça va être aussi les énergies, les matières premières agricoles. Il y a beaucoup de choses qui sont cotées bien au-delà de l'or et de l'argent métal. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, alors je vais vous montrer les actions. Où est-ce que c'est? Du secteur des énergies. Donc là aussi, en mensuel, vous voyez qu'on a un break qui est en train d'avoir lieu.
Donc ça signifie tout simplement que potentiellement les actions du secteur énergétique vont commencer à pumper. Donc quelque chose qui pourrait durer plusieurs mois, plusieurs trimestres. Vous voyez que là, ça fait quand même de nombreuses années qu'on est dans un énorme range sur ce secteur-là. On a break le range ici, je vous rappelle on est sur du mensuel, donc c'est des cycles longs. On a break le range ici, donc depuis le mois de mars 2022, ça signifie qu'on rentre dans un nouveau grand cycle, une nouvelle perspective de la global macro et du pricing des actifs, en tout cas de ces actifs-là. Donc le break, stabilisation, et là on est en train de lancer potentiellement la première vraie vague qui devrait verticaliser au cours des prochains trimestres. Donc affaire à suivre, mais en tout cas XLE, donc peut-être que vous allez trouver ce même type de tracker si vous êtes européen. C'est un tracker qui répertorie des actions du secteur des énergies. Allez, on part sur les métaux précieux avec l'argent métal. Regardez ce que le silver est en train de nous développer. On appelle ça un hyperclimax run. C'est le genre de mouvement qu'on était habitué à voir sur les crypto-monnaies. Et bien là, vous voyez, les métaux précieux, quand ils s'emballent, ils ont exactement, c'est historique. C'est à chaque fois qu'il y a des cycles de hausse et que ça s'emballe, ça part systématiquement en hyperclimax run. Donc voilà, ce mouvement parabolique ou même hyper parabolique, on est en train d'y assister droit devant nous, droit sur nos yeux. Donc on a voilà probablement certaines grandes banques américaines qui se retrouvent coincées avec des short squeeze qui provoquent une accélération massive de cette hausse avec des rachats qu'ils essayent de faire tant bien que mal. Mais en l'occurrence, voilà, ce type de mouvement n'est pas soutenable sur le long terme. Mais par contre, à court terme, ça peut aller très vite, très fort, très haut. On ne peut pas à l'avance définir un objectif. Ça peut vraiment s'emballer dans une verticalisation assez monstrueuse. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur le gold coté contre du dollar américain. Et vous voyez que cette semaine a été particulièrement forte puisque on a enregistré une semaine avec plus 8,7% de hausse. Et vous voyez que depuis qu'on a eu le break ici, là, la première semaine de décembre validée, ensuite ici la deuxième semaine de décembre, eh bien le gold a simplement effectué un petit test de son pivot et ensuite s'en est allé vers le nord. Donc là aussi, comme je vous en parle depuis des mois, si ce n'est des années, on est dans une situation de mouvement parabolique. Ça peut s'enflammer, ça peut aller très haut, très vite, très fort au cours des prochains mois. Ce n'est pas un mouvement qui est soutenable sur plusieurs années. Par contre, sur quelques mois, voilà. On ne peut pas fixer réellement d'objectif tellement ça peut s'emballer très fort. Ensuite, on va aller voir maintenant du coup l'or coté contre de l'euro. Donc la logique est exactement la même. On a eu une semaine extrêmement forte. On a eu ici ce break sur des nouveaux plus hauts la troisième semaine du mois de décembre. Un petit test ici de cette zone et ensuite s'en est allé. Donc pour le moment, l'or est en situation où si vous êtes en train de spéculer dessus avec ce type de pattern, il va falloir coller les mouvements. Et si vous êtes investi sur du moyen ou du long terme, tout simplement, vous pouvez coller avec un petit peu moins de proximité les mouvements ou simplement faire ce que j'appelle des rééquilibrages mensuels. Donc chaque mois, si l'or a trop monté dans votre portefeuille, vous pouvez simplement ramener, donc en revendre un tout petit peu pour ramener l'or sur une pondération qui est censée être, on va dire, décente. Historiquement, voilà, si l'or doit représenter, je sais pas moi, 20% de votre portefeuille et qu'actuellement il représente 30%, vous pouvez redescendre peut-être la pondération à 25 ou à 20%. C'est une manière de bien gérer la volatilité. Alors, certes, vous allez gagner moins, mais quand le retour de bâton aura lieu, il sera aussi beaucoup moins violent et beaucoup moins fort. Petite mise à jour sur le scénario du dollar américain face à un panier de devises. Je vous rappelle que le scénario à très long terme, il est pour le moment identique à ce que je répète depuis de nombreux mois, à savoir on est dans un flux haussier du dollar américain face à un gros nombre de devises. On est sur un double support. On a le support du canal haussier, mais aussi ce support horizontal et on travaille ce support
on est en hebdomadaire, hein, régulièrement. Donc on l'a travaillé une fois là, deux fois là. Là, on est en train de revenir le travailler ici. Donc potentiellement, on a cet énorme double creux, un premier creux, un deuxième creux. Je vous avais dessiné à l'époque un double creux ici. Donc c'est un phénomène fractal, hein. Donc un double creux ici en vous disant que là, si on breakait vers le nord, potentiellement on pouvait partir en ligne droite. Ça n'a pas eu lieu. C'est en train de se retransformer en une deuxième, vous voyez, une deuxième fractale. Un double creux dans un premier creux, un deuxième double creux potentiellement dans un deuxième creux. Donc voilà, c'est ça le phénomène des fractales, hein. Si vous ne compreniez pas ce que ça voulait dire en bourse, c'est ça. Donc la logique, hein, reste exactement la même. Simplement, le scénario évolue un petit peu plus sur un rebond qui se fait plus sur le moyen terme. C'est assez cohérent avec les cycles des devises, hein. Les devises sont la classe d'actifs qui met le plus de temps à réorienter, on va dire, des directions, des tendances. Et c'est aussi la classe d'actifs dont les tendances sont les moins soutenues, les moins fortes sur le long terme. Si vous comparez ça aux matières premières, aux actions ou aux cryptos, on en est très 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 loin. Donc voilà, pour le dollar, mon scénario reste toujours à moyen long terme, celui d'une reprise du dollar au cours des 5 à 10 prochaines années, on va dire des 5 prochaines années, vers quelque chose de l'ordre de plus 30% s'il y a un excès. Ce qui pourrait invalider ce scénario, bien entendu, c'est qu'on casse durablement à la baisse ce grand canal haussier en pointillé. Si on venait à évoluer en dessous, bien entendu, mon image mentale changerait, serait réévaluée à la baisse. Mais pour le moment, c'est vraiment ce grand canal haussier qui prédomine. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur l'euro face au dollar. Donc là, c'est la même logique, hein. Sur du très long terme, depuis 2008, l'euro est baissier. Donc au sein des baisses, bien entendu, il y a des rebonds. Là, on a eu deux séquences de rebonds depuis l'année 2023, mais la tendance de fond reste baissière. Alors, est-ce que l'euro est en train de se retourner face au dollar ou pas? L'avenir nous le dira, mais pour cela, il faudrait qu'on évolue au-dessus. Vous voyez, cette énorme résistance-là, il faudrait qu'on commence à évoluer pendant plusieurs mois au-dessus de cette résistance. Et là, on en est très très loin. Donc là, pour le moment, la logique, c'est simplement de se dire, le rebond actuel est un excès haussier au sein d'un grand cycle baissier. Donc je vous avais dessiné à l'époque une épaule, tête, épaule potentiellement en formation. Là, cette semaine, on dirait bien que l'euro est en train de reprendre un petit peu plus d'énergie. C'est pour ça que je vous ai redessiné, j'ai réévalué le scénario. On serait dans la première épaule, éventuellement la deuxième, la tête, et ensuite la deuxième épaule. Épaule, tête, épaule, c'est simplement une figure de retournement. Ça peut prendre une autre forme, mais il faut quand même, quand on fait une projection mentale, il faut essayer d'associer cette projection mentale à un phénomène boursier, à une figure de retournement. Donc voilà, pour l'euro-dollar et pour le dollar, le scénario, je m'attendais à un scénario un petit peu plus rapide de chute. J'aurais évalué ça sur plusieurs mois, mais le scénario reste exactement le même, à savoir, je m'attends à une reprise du dollar sur le long terme et à un affaiblissement de l'euro sur le long terme. Simplement, ça arrivera peut-être pas au cours de l'année 2026, mais peut-être plus au cours de l'année 2027 si ça respecte cette séquence-là. Analyse du SP500, on est en mensuel, vous voyez ça fait 1, 2, on est sur le troisième mois, le mois de janvier, on stabilise et on a l'air de vouloir repartir. Vous voyez qu'on est toujours dans cet énorme canal aussi à très long terme et que le momentum là a été juste stoppé pendant 1, 2 mois. Là on arrive à la fin du mois de janvier, il reste une semaine de cotation, mais dans l'idée, la volatilité qui se contracte en pleine séquence d'un bull market, ce sont des choses qui sont extrêmement positives. Donc ça fait partie de on va dire de la psychologie des investisseurs en bull market. Donc je vous passe ça en hebdomadaire et on voit bien là qu'on a une petite pattern de consolidation qui est en train de se mettre en place en hebdomadaire. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines où on latéralise. Et là, ce petit pivot, il devrait être encore travaillé probablement 2, 3 ou 4 semaines. Et de là, si on a le nouveau break
vers le nord, on pourrait assister à une nouvelle jambe haussière un petit peu dans le style de ce qu'on a vécu ici. Donc de mon point de vue, mon image mentale est toujours celle d'un bull market sur le S&P 500 et vous allez voir que sur le Nasdaq, c'est exactement la même logique. On est en hebdomadaire et vous voyez que cette petite pattern de consolidation est bien plus propre que sur le S&P 500. On a ce qu'on pourrait appeler un triangle de continuation de tendance. C'est des figures qui sont typiques des bull markets. C'est des pauses en plein momentum haussier et en mensuel, on a encore une fois cet énorme canal haussier. On a la dynamique depuis la crise Trump, le V-bottom de Trump qui est lancé et là on est simplement en train de digérer cette hausse qui a eu lieu entre le mois de juin et le mois d'octobre. Donc là, de mon point de vue, les marchés américains restent extrêmement bien orientés et conservent un potentiel de hausse pour l'année 2026 qui est assez, on va dire, explosif. Donc le Nasdaq en particulier, cette petite figure de consolidation là, où vous voyez sur la fin là, on a la contraction de la volatilité. C'est toujours des éléments qui sont particulièrement prometteur en termes de potentiel de hausse. On va passer maintenant sur le marché européen. On va aller voir ce qui se passe sur le CAC 40. Donc la France. Donc la France, le marché français, vous voyez qu'ici, cette semaine, la dernière semaine du mois de septembre, on a break. Donc ça veut dire que potentiellement, on lance une nouvelle dynamique. On passe d'un range market, d'une partie de ping-pong à quelque chose de beaucoup plus directionnel. Et là, en l'occurrence, tranquillement, le CAC 40 est en train de lancer sa dynamique de hausse. Donc, on a eu une deuxième cassure ici, validée ici. Donc, c'était dernière semaine de décembre, première semaine de janvier. Là, on effectue un petit test, un petit pullback, mais la dynamique est censée être lancée. Et vous voyez qu'on a un premier objectif chartiste qui est fixé sur ces niveaux-là, ce qui laisse quelque chose de l'ordre de 15, 16, 17% au cours des prochains mois sur le CAC 40. Je vous passe l'image en mensuel du CAC 40. On est dans un grand canal haussier et vous voyez, on a encore pas mal de potentiel de hausse au cours des prochains mois. Donc là aussi, pour les pays développés, que ce soit les États-Unis ou la France, on est dans une dynamique qui est ascendante. On va passer maintenant sur le DAX, l'indice allemand. Là, la logique est exactement la même, sauf que lui, si on devait le comparer aux indices américains, on pourrait dire qu'il est plus dans la logique du Nasdaq. Pourquoi? Parce que vous voyez cette belle consolidation là. On a tapé bas, haut, bas, haut, bas, haut. On a bien latéralisé, bien contracté la volatilité. Et là, on a eu un break. On pourrait croire que c'est carrément une action. Cet indice a un comportement d'action, donc un comportement qui est assez volatile et quand les breaks se font, les cassures, assez directionnelles. Donc là, pour le moment, on est censé être lancé. On a eu cette semaine un petit test de la zone de pivot, donc anciennement résistance devient support. Et là, en ligne de mire, on a tout simplement le haut de ce canal haussier. Donc un canal haussier n'a pas vocation à être respecté scrupuleusement, c'est juste une dynamique. Vous voyez, si vous êtes à 50 km/h, à 70 km/h, à 100 km/h, à 200 km/h, vous allez avoir une pente de ce canal qui va être plus ou moins forte. Donc là, on a la vitesse de momentum. Et si on arrive sur le haut de ce canal, on sait que dans la vitesse du momentum qui est ancrée dans la psychologie des intervenants, on risque d'être en surchauffe. Donc c'est pour ça que ça reste un objectif. Bien entendu, rien n'empêche par la suite ce momentum, entre guillemets, d'accélérer et de se transformer en hyperclimax run. Mais pour le moment, on n'est pas du tout dans cette logique, on n'est pas dans cette configuration de l'or d'ailleurs. Pour le moment, on est simplement dans un mouvement long et régulier qui pourrait nous amener sur le haut de ce canal au cours de l'année 2026. Allez, dernier petit rappel, l'année 2026 a débuté. Si vous en avez marre de ne pas savoir si vous devez acheter des actions, quelles actions acheter, quand les revendre, est-ce qu'il faut avoir de l'or en portefeuille actuellement alors que ça monte comme ça, pour combien si vous voulez en avoir, est-ce qu'il faut avoir du BTC en ce moment, des matières premières. Si vous ne savez absolument pas comment structurer votre approche
patrimonial avec une bonne rentabilité et une faible volatilité, je vous invite tout simplement à regarder ce que moi je fais. Le portefeuille All Weather Impulsion est de mon point de vue, un indicateur, une belle boussole que vous pouvez, si vous avez envie, recopier puisque je donne toutes mes transactions non pas en temps réel, mais le jour d'avant. Comme ça, on est tous exécutés, si vous devez exécuter les mêmes positions que moi, au même moment, à l'ouverture du marché. C'est pas parce qu'il y en a un qui va poser ses ordres avant l'autre qui va être exécuté avec un meilleur prix. C'est impossible. À l'ouverture des marchés, il y a une compensation qui se met en place. Tout le monde est exécuté au même prix. Donc il n'y a pas de front-running de possible. Voilà, tout est clair et net. C'est transparent au possible. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous et aussi, bien entendu, à rejoindre ma mailing list pour être au courant des prochaines grandes conférences concernant les nouveautés de l'année 2026.